veut conserver une preuve de l'identité du Che. On lui coupe les mains, qui seront conservées dans du formol. Quand le corps était à la laverie, les mains n'avaient probablement pas été coupées. À l'époque, on parlait même de lui couper la tête. Mais notre famille étant très catholique, mon père s'y est formellement opposé. Il en a parlé au colonel Zenteno et sa décision a été respectée. Voici l'hôtel Teresita, où logeaient des hauts dirigeants des forces armées boliviennes et nous, les journalistes. Le 9 octobre, quand ils ont apporté le corps de Che Guevara, nous avons tous dîné ici. Les hauts dirigeants et les généraux de la Paz d'un côté, de l'autre une douzaine de journalistes européens, américains, latino-américains et 3 ou 4 Boliviens. Je me souviens que le journaliste britannique Richard Gott a dit « Il faut surveiller l'hôpital Señor de Malta pour que le corps du Che ne disparaisse pas. » La salle étant petite, les militaires nous ont entendus. L'assistant du colonel Zenteno Anaya se lève et vient nous dire « Messieurs, le colonel Zenteno Anaya souhaite nous informer que demain matin, le président de la République, le général Barrientos, se rendra à l'hôpital pour voir le corps de M. Guevara. Nous vous invitons à accompagner le président Barrientos à l'hôpital. » Le lendemain, Barrientos était effectivement là, mais le corps avait disparu. À partir de ce jour, nous avons complètement perdu sa trace. Le Che a disparu. Son cadavre et ceux de ses compagnons ont mystérieusement disparu. Mon père m'a raconté qu'ils avaient demandé la crémation des corps. Mais cette nuit-là, à Valle Grande, il tombait une pluie toute fine et il faisait très froid. Il y avait 6 ou 7 corps à brûler. En comptant environ 70 kilos par corps, ça faisait 400 kilos de chair à brûler. Pour y arriver, ils auraient dû faire un énorme brasier. Un des médecins a dit que la crémation était impossible. Canal 13, su ojo en la noticia, se ha trasladado desde Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra, sede del asiento de la 8ª División, para entrevistar al coronel Joaquín Zenteno Anaya. No tenemos autorización para revelar o para dar a conocer el lugar en donde han sido sepultados los restos. À l'époque, j'ai discuté avec les militaires et je leur ai demandé « Pourquoi avez-vous tué le Che ?» Ils m'ont répondu que c'était un ordre. Mais je leur ai dit, vous savez qu'en le tuant, vous l'avez rendu immortel. En lui laissant la vie sauve, personne ne parlerait plus du Che. L'armée aurait eu la part belle face à ce commandant qui avait essuyé un tel échec. Mais vous l'avez rendu immortel. Et c'est vous les responsables. C'était en 1972 ou 73, je ne me souviens plus très bien.
5 ans après la mort du Che. J'ai eu l'idée de faire un film sur Che Guevara pour essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas réussi à déstabiliser les régimes d'extrême droite en Amérique latine. Je dois dire qu'en faisant ce film, je n'imaginais pas qu'il bouleverserait ma vie. En fait, après avoir réalisé ce film sur le Che, j'ai perdu mon boulot et j'ai eu beaucoup de mal à gagner ma vie. J'étais grillé à la RAI, la chaîne de télé nationale. Las versiones estadounidenses sobre la muerte del Che están llenas de vacilaciones y admisiones que contrastan con la versión oficial boliviana. El sargento Mario Terán, que según nuestra encuesta resulta ser el ejecutor del Che, ha muerto en el 69, según afirma el ejército. Pero recibimos una indiscreción de un alto oficial boliviano. Mario Terán, bajo otro nombre, vive en Cochabamba. Es instructor en el cuartel del regimiento de la ciudad. À La Paz, j'ai rencontré un colonel du renseignement militaire. Je lui ai dit, si vous me dites où je peux trouver Terán et si j'ai la possibilité de l'interroger, je vous donnerai une récompense. Personne ne l'avait jamais vu. Son nom était sur toutes les lèvres, mais il n'avait jamais donné d'interview. C'est la seule interview que l'on possède, parce que ce colonel du renseignement militaire m'a donné une autorisation manuscrite de l'interroger. J'ai présenté cette note manuscrite à Terán qui vivait sous un faux nom. Il n'a pas pu refuser une demande de celui qui dirigeait l'organisation qui le protégeait, en d'autres termes, le renseignement militaire. Ahora, el informe médico que el doctor Martínez mostró en Leguera, en que el doctor Alfonso murió de un disparo en el corazón. Sería una cosa bastante complicada para explicar cómo se desangró. Un disparo en el corazón causa una muerte bastante grave. Violenta. No, pero como les digo, ha tenido bastantes heridas. Tenía en las piernas y en las piernas. Pero una herida en la pierna no causa el desangramiento de una persona rápida. Roberto Savio et son équipe sont les premiers à gagner la région où Guevara a été tué et les seuls à avoir interviewé son bourreau. Leur témoignage contredit formellement les versions officielles données par les autorités boliviennes et américaines. Dans son film, Savio fait une analyse très troublante de la situation internationale et du rôle des grandes puissances en Amérique latine. ...25 de julio de 1967. El presidente Johnson y el premier soviético Kosygin se encuentran en Glassboro, entre Nueva York y Washington. Nace la coexistencia pacífica. Con este encuentro, las dos grandes potencias quieren limitar la carrera de los armamentos, que se hacía insostenible para la economía de ambos países y que mantenía al mundo bajo la amenaza constante de un conflicto nuclear. Inmediatamente después, Kosygin parte hacia Cuba, un viaje que no estaba previsto. ¿Cuál fue el contenido de las conversaciones entre Kosygin y Fidel? Nunca fue revelado. Entrevistamos al profesor Walter Rostow, asistente especial del presidente Johnson, quien estuvo en Glassboro. No tengo idea del contenido del diálogo entre Kosygin y Fidel Castro. Pero si el premier soviético fue sincero con Castro, tiene ciertamente que haberle dicho que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un camino común. Radomiro Tomic, chileno, embajador en Washington en 1967. En esa época usted era embajador en Estados Unidos. ¿Qué supo usted referente a los encuentros entre Kosygin y Fidel? Me contó el secretario de Estado que el señor Kosygin le había
relatar que en cualquiera de esas formas de asistencia a intervenciones en otros países latinoamericanos, la Unión Soviética no dará, no aceptará tomar compromisos. Pour la RAI, comme pour les États-Unis et le monde occidental, il fallait dévaloriser l'image du Che, en le présentant comme un homme qui avait choisi une stratégie suicidaire et qui voulait s'en prendre au monde entier. Non seulement il avait échoué, mais il avait été tué. Mener une enquête qui révélait l'existence d'un accord secret entre les États-Unis et l'Union soviétique pour instaurer un climat moins propice au mouvement de guérilla, c'était impossible. Et che il Che sacrifica la sua vita perché vuole essere coerente fino in fondo ad un impegno. En outre, montrer que le Che avait sacrifié sa vie pour rester fidèle à son combat révolutionnaire contre l'impérialisme et l'exploitation, tout cela ne cadrait pas avec l'esprit de cette époque. Voilà pourquoi on n'a pas diffusé le film. De Luca est venu me voir et m'a dit « Tu n'es plus responsable du bureau d'Amérique latine. Tu es viré. » Хочу вам выразить большую благодарность за эту теплую встречу и провозгласить за дружбу между народами Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. I want to thank you all very sincerely for this very warm welcome, and may I say, salute friendship between the Soviet and American peoples. Quand Johnson et Kosygin se rencontrent à Glassboro, on vient de localiser Che Guevara au sud-est de la Bolivie. Il mourra 3 mois plus tard. Che Guevara n'est pas la victime involontaire du climat de coexistence pacifique qui s'installe entre l'Union soviétique et les États-Unis. Pendant la première phase de la révolution cubaine, le Che est un partisan inconditionnel de l'alliance avec l'Union soviétique. Vers la fin de sa vie, il adopte une position extrêmement critique. Au cours de sa dernière apparition en public, le 24 février 1965 à Alger, il accuse l'Union soviétique d'être complice de l'exploitation capitaliste. Selon lui, les pays socialistes ne devraient pas vendre leurs produits aux pays du tiers-monde au prix du marché, une pratique qui ne fait qu'accroître leurs dettes. Ils devraient également livrer des armes gratuitement aux peuples qui luttent pour leur libération. L'Union soviétique réagit violemment à ce discours, qu'elle considère comme une véritable gifle. La plupart des partis communistes d'Amérique latine sont pro-soviétiques. Ils ne peuvent pas soutenir le combat du Che. Castro, qui dépend économiquement et politiquement de l'Union soviétique, n'a d'autre choix que de se ranger aux côtés de son bailleur de fonds. La stratégie et les idées du Che sont victimes du pragmatisme politique. À la fin des années 80, le contexte change. Castro sait que l'Union soviétique est au bord de l'effondrement. Il ne se sent plus obligé de maintenir la censure sur le personnage de Che Guevara. Au contraire, il a besoin du Che pour restaurer l'image de la révolution cubaine. Cette nouvelle donne internationale rend possible la poursuite des recherches du corps du Che 30 ans après sa mort.
La búsqueda comienza porque se publica. Les recherches ont débuté suite à la publication dans le New York Times en novembre 1995 des déclarations de Mario Vargas Salinas. Selon lui, les restes du corps du Che étaient enterrés sous la piste d'atterrissage de Valle Grande en Bolivie. In Bolivia, soldiers are searching for the remains of legendary leftist fighter Che Guevara, more than a quarter of a century after his death. On Friday, they began digging near a remote airstrip southeast of La Paz, where two retired army generals say he's buried. It's believed that Guevara was buried in a mass grave with 4 of his followers. Le gouvernement bolivien autorise un groupe d'anthropologues argentins spécialistes en médecine légale à mener des recherches. Cuba envoie sa propre équipe. Sa mission est de retrouver les corps des guérilleros cubains disparus et surtout de ramener à Cuba les restes du commandant Ernesto Che Guevara. Quisiera saber del representante del gobierno boliviano, ¿por qué no se han buscado antes los restos del Che Guevara? ¿Y cuál es el motivo que incita hoy al gobierno a la búsqueda? Mire, el gobierno se ha interesado en este tema por las características de que es una cuestión humanitaria y fundamentalmente porque ya han pasado 30 años de estos hechos y las causales de la confrontación, es decir, la Guerra Fría, ya no existe la Unión Soviética, ya cayó el muro de Berlín. C'était incroyable, tous les journaux en parlaient. Des collègues du Congo lisaient les journaux français et me disaient qu'ils titraient sur le même sujet. Ils pensent se rapprocher de l'emplacement de la tombe du Che, mais on en était encore loin, c'était en 1995. On a creusé 20 mètres et on est tombé sur de la terre vierge. Elle ne contenait même pas de végétation. On pensait que ce n'était pas là, mais on a continué les recherches. Petit à petit, notre motivation s'effritait. On se demandait s'il n'était pas enterré ailleurs. Après avoir fouillé sans succès une zone de 5000 mètres carrés, l'équipe des anthropologues argentins abandonne la piste d'atterrissage de Valle Grande en mars 1996. Les experts cubains veulent poursuivre les recherches, mais ils sont confrontés aux habitants de Valle Grande, qui craignent, en laissant partir les restes du Che, de voir leur village retomber dans l'oubli. A través de una investigación histórica muy compleja, hemos tratado de llegar al punto de saber hasta dónde puede ser cierta una información o no. Hay informaciones que son contradictorias. O sea, hay una persona que te dice para el norte y la otra que te dice para el sur. Uno que te dice que es en la pista vieja y otro que te dice en la pista nueva. Uno que te dice que es al fondo del cementerio y el otro que te dice que es dentro del cementerio. La présence des restes constituait une attraction touristique pour Valle Grande. 1 an et demi plus tard, le maire de la commune fait arrêter les recherches. Les militaires décident d'appuyer cette décision. Les soldats ont commencé les recherches avec enthousiasme. Mais après quelque temps, ils ont abandonné. Le gouvernement bolivien était fier d'avoir mis en déroute la guérilla du Che. Et le voilà lancé dans les recherches des restes du Che. C'était assez contradictoire.
Les anciens combattants boliviens étaient respectés par leurs collègues. Ils avaient été décorés, mais ils ne pouvaient pas le révéler publiquement. Après le 9 octobre 1967, le Che est devenu de plus en plus populaire et l'image de ses bourreaux s'est ternie. L'armée bolivienne est passée de la réputation de grand vainqueur face à la guérilla à celle d'assassin du Che. There could be a breakthrough in the search for the remains of revolutionary Che Guevara in Bolivia. After unsuccessful digging at a mass grave, the search was moved to another spot this week. Je me suis rendu compte de l'importance de l'événement, premièrement grâce à un télégramme disant que le monde attendait avec impatience ce grand moment. Et deuxièmement, suite à l'appel d'un ami européen qui avait été torturé et séquestré par l'armée argentine. Il m'a dit: tu te rends compte que tu vas tenir les restes du Che dans tes mains? Des milliers d'histoires allaient refaire surface. Beaucoup d'énergie s'en dégageait. Les gens vouaient un véritable culte au Che. Ils l'appelaient San Ernesto de la Higuera. Les paysans de Valle Grande le priaient pour qu'il pleuve, pour que la récolte soit bonne, pour la guérison d'un parent. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ernesto Che Guevara y compañeros, Ider González Loaiza, Luis Coronado Sandoval, Rosario Aguilar de Montaño, Líder Vanegas Luján. La intención de la gente es mantener viva esta memoria. Les gens veulent faire vivre la mémoire d'Ernesto Che Guevara, même pendant la messe. Mais il faut bien se rendre compte que les messes données en l'honneur d'Ernesto Che Guevara ont commencé il y a 5 ans, 9 ans tout au plus. No son de más de 5 años, o máximo serán 9 años. Avant, il était interdit de parler de lui, parce que les gouvernements étaient militaires. Parler du Che, c'était se condamner soi-même. Des élections ont eu lieu en mai 1997 en Bolivie. C'est l'ex-dictateur Hugo Banzer Suárez qui les remporte. Banzer prend le pouvoir en août 1997. Ils nous ont demandé si on trouve les restes du Che, combien de jours de terrassement et d'analyse sont nécessaires? On leur a répondu 1 semaine pour l'excavation et 1 semaine pour les analyses. Ça nous mène au 15 juillet. Le ministre de l'Intérieur nous a alors dit « Vous avez donc jusqu'au 30 juin pour trouver les restes. Si vous ne les trouvez pas pour cette date, vous partez. » Le 27 juin, 3 jours avant la date butoir, on a retrouvé les restes.
Científicos cubanos y argentinos confirman la existencia de 7 cadáveres en la fosa común encontrada el pasado sábado en la pista del aeropuerto de Valle Grande. Todo conduce a que uno de ellos podría ser el Che Guevara. La identificación requiere un trabajo científico de laboratorio que se llama, ¿no? Que hay que hacer toda una serie de cosas para poder comprobar. Incluso aunque existiera un cadáver que le faltaran las manos, eso hemos dicho que para la prensa podrá ser ya una identificación. Para nosotros los científicos que trabajamos con un rigor no constituye una identificación. Il y avait environ 150 personnes sur le site. Certains jetaient des fleurs dans la fosse. Mais ce qui m'a le plus ému, c'était de voir la réaction de l'anthropologue cubain Héctor Soto. Il ne pouvait plus travailler. Pour moi, le Che signifiait beaucoup, mais pour lui, c'était un demi-dieu. Il ne pouvait plus bouger ni creuser, même pas avec ses outils. Quand j'ai remarqué ça, je lui ai demandé « Soto, qu'est-ce qui t'arrive? Creuse !» Il m'a répondu « Je ne peux pas le toucher ». Il travaillait derrière le crâne, il répétait comme un automate « Je ne peux pas le toucher ». Alejandro, ¿puedo mostrar, Alejandro? En ese momento yo siento que cuando estoy por levantar los huesos, Au moment où j'ai remonté les restes, tous les bruits habituels du chantier se sont tus. Et le silence s'est installé. Tout le monde a ressenti le silence à ce moment-là. Tout semble indiquer que le squelette numéro 2 est celui du Che. L'absence des mains, amputées avant que le cadavre ne disparaisse, constitue un indice décisif. Les habitants ne voulaient pas qu'on emporte les restes. Les autorités boliviennes et le ministère de l'Intérieur ont alors organisé un transport secret de nuit. Ça ressemblait à un vol. Les habitants de Valle Grande se sont sentis trahis. On leur avait promis autre chose. Tous les restes avaient été réunis. On nous a conduits à un endroit où notre équipement avait été préalablement apporté. Tout était prêt pour transporter les restes à Santa Cruz de la Sierra. Les restes d'Ernesto Che Guevara et ceux de ses camarades sont transférés à l'hôpital de Santa Cruz. Les anthropologues argentins et cubains procèdent à des analyses cliniques, sous la surveillance constante des militaires boliviens. La bonne ambiance dans laquelle nous travaillions depuis le début a tout d'un coup changé. J'en ai vraiment pris conscience lorsque j'ai voulu apporter le crâne du Che au service de radiologie. J'ai à peine fait quelques pas que 2 gardes militaires m'ont arrêté pour me demander où j'emportais les restes et pourquoi. L'atmosphère est devenue beaucoup plus pesante, à tel point qu'on pensait qu'il serait impossible de transporter les restes jusqu'à Cuba. Nous avons alors envisagé un plan qui consistait au besoin à évacuer les restes avec l'aide de l'ambassade cubaine. Finalement, les Cubains n'ont pas à intervenir. Le squelette numéro 2 est bien celui de Che Guevara.
La forme du crâne, que l'on a comparé à des photos du Che, et l'absence de main constituent des éléments fiables pour confirmer cette identification. Les anthropologues cubains décident que des tests ADN sont inutiles. Los científicos supieron desde el primer momento que los restos encontrados en Valle Grande eran del Che y sus compañeros caídos en octubre de 1967. 30 años de la historia de la guerrilla en Bolivia se van para Cuba. Los 4 restos que se encontrarían en esta fosa desde el punto de vista de los cubanos serían lo correspondiente al comandante Ernesto Che Guevara, los de Alberto Fernández Montes de Oca, Orlando Pantoja Tamayo y René Martínez Tamayo. Por tu historia, tu vida y tu ejemplo. Gracias por venir a reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y las conquistas del socialismo, que es parte realizada de los grandes sueños que albergaste. Dix ans après avoir été officiellement inhumé, le Che est plus vivant que jamais. Pour la nouvelle génération, ce portrait stylisé du Che évoque la force des convictions, le sens de la justice, la cohérence et l'intransigeance de l'engagement. Pourtant, les idées qui ont dominé la dernière partie de sa vie et qui ont provoqué sa mort à l'âge de 39 ans sont encore largement ignorées et méconnues. L'image du Che est peut-être l'une des icônes les plus vendues du XXIe siècle, mais le pouvoir de sa légende reste intact. En arrivant en Europe, je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Che Guevara. En Europa se conocía del Che Guevara. Cuando yo veo todas estas cosas de imagen del Che, me da... Quand je vois toutes ces choses qui véhiculent l'image du Che, ça me fait quelque chose. Je suis à la fois nostalgique et triste, parce que ça ne correspond pas à son idéologie. Représenter le Che sur des objets destinés à la vente revient à faire de son image un commerce.
Et c'est le cas. D'un autre côté, je trouve cette publicité positive, dans le sens où elle permet de faire vivre le souvenir du Che, parmi les jeunes et la population en général. Au contraire, je suis pour. Je vous remercie. Bonne journée. Merci. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. C'est pour ma nièce. Observons intensément le monde, réinventons-le, domptons-le. Sud Première. Jeu concours Mon Beau Village. Montrez-nous votre village, votre quartier, votre pays en 3 minutes. Amateurs ou professionnels, postez vos vidéos de bonne qualité par mail à monbeauvillage@sudpremière.fr. C'est encore vous, public, qui choisissez la meilleure vidéo sur le site de Sud Première, www.sudpremière.com. Votre village sera probablement le plus beau village du mois. Grâce à vous, votre village sera connu de tous. À vos beaux villages. Sud Première. What de neuf, ici André Allen, et quand j'écoute la radio par satellite, j'écoute Sirius It's One. Ça marche pas musicalement. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça donne bien? Ben si ça sonne bien et que ça donne bien, c'est musical. Le seul maire, la communauté noire m'écoute. Vous aurez au choix 10 000 personnes en colère dans le Boston Garden ou 10 000 personnes en colère dans votre jardin. On est unis ou pas? Monsieur Evans peut être qualifié de pervers narcissique. C'est parti. Allez, jusqu'au ciel. Posez-la. Pitié. Pitié quoi? Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? كفاكم انكم تسيئون للاسلام والمسلمين. Attention où tu mets les pieds. Attention à qui tu parles. Bling, bling, bling. Un flic infiltré, en danger. Je veux retrouver ma vie d'avant. J'y travaille. Alors active-toi. Je ne veux pas du pardon de Dieu. Je veux son aide.
Ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n'en vaut pas la peine? Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. I don't care who the guy is. Bienvenue dans Culture et Compagnie, le magazine consacré au cinéma et à la littérature. D'ici quelques instants, nous allons parler de l'œuvre de Salem Badjoum. Bonjour, monsieur Badjoum. Bonjour. Nous allons parler de votre livre, Les non-dits de la décolonisation. C'est ça. Et aussi, nous allons essayer de balayer, si possible avec un large spectre, ce que vous pouvez bien penser en ce moment du monde de l'édition africaine, de la littérature africaine. Très bien. Mais pour l'heure, je vais vous demander de regarder cette couverture. Regardez bien cette couverture, elle est là. Cette couverture, c'est la couverture du livre d'Iman Bassala. Iman Bassala. Bonjour. Bonjour. Je dois vous dire que quand je me suis promené dans les allées d'un supermarché, j'ai cru que c'était un gag. Parce que d'abord, je me suis dit, c'est un livre sur la Star Academy, cette fameuse émission de télé-réalité. Tout à fait. Mais il n'en est rien. Alors, qu'est-ce que cet objet un peu particulier? En fait, l'idée m'est venue en entendant qu'on appelait les habitants de la Star Academy les académiciens, ce qui, sans complément de nom, en France, implique tout de même une certaine confusion. Et je me suis dit que cette confusion était entretenue par la télévision, qui faisait concurrence à l'éducatif en général. Donc, les pôles de savoir étant confus, moi, ça m'a donné un subterfuge littéraire pour parler de l'éducation nationale. J'ai vu ça à travers le prisme de la télé-réalité. Voilà, ces 8 personnages, leurs aventures, leurs blues, leurs amours, la manière dont ils se débrouillent devant le public, ce que sont les élèves, etc. Alors, il faut dire que quand même, vous avez une expertise pour parler de l'enseignement et pour parler du monde de l'éducation nationale, parce que vous avez enseigné. Oui, tout à fait. Même, dans le public comme dans le privé. Tout à fait. Et je me suis demandé à la lecture de ce livre, dont on parlera de la structure d'ici quelques instants, si vous n'aviez pas un compte à régler avec le mammouth. Le mammouth, qui est bien sûr l'éducation nationale. Ah si, tout à fait. Moi, j'ai un vrai compte à régler, puisque de toute façon, je fais partie de ces élèves qui ont eu toujours mention très bien partout et qui croyaient vraiment qu'il suffisait d'avoir ça, de sortir de l'école et d'avoir un job. Or, ça n'a pas été le cas et que j'ai dû repasser les concours, qui étaient quand même une manière de rétrograder, parce que j'avais des diplômes beaucoup plus élevés que le concours pour entrer à l'école pour enseigner. Et donc, j'ai très mal vécu cette idée de l'égalité des chances, qui était un mensonge. Si on nous avait dit que ce serait plus dur pour nous, malgré le fait nous avions les diplômes, etc., on aurait été avertis, mais ça crée tout le temps des drames dans les domaines un peu supérieurs de la recherche, etc. C'est-à-dire qu'en général, c'est nous qui avons le moins de place en ayant des diplômes égaux, voire supérieurs. Cette colère, elle est quand même atténuée parce que vous avez choisi le prisme de l'humour pour bien sûr. nous raconter ces histoires. Bien Il y a sûr. plusieurs histoires. Ils sont combien? Ils sont 8, c'est ça? 8, oui. 8 de matières différentes et qui se trouvent aussi bien, parce qu'on parle beaucoup des ZEP, mais il y a aussi la zone rurale, il y a des drames dans les collèges et lycées bourgeois, etc. etc. Donc je parle un peu de ce grand creusot qu'est l'éducation nationale, sans focaliser sur un problème particulier. 8 avec 8 caractères différents. Oui. Voilà, 8 destins totalement différents. Le but, c'est d'enseigner avec quand même quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est la description que vous faites de l'IUFM, c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres. Voilà, c'est l'école qui enseigne en fait, qui apprend à devenir professeur. C'est l'école des enseignants, oui, qui est complètement une erreur et dont tout le monde parle comme étant une erreur, mais personne ne trouve une solution ni un palliatif à ça. J'ai l'impression vraiment que dans votre livre,
c'est fictionné, vous en faites un peu trop. Non, c'est exactement ça. Non. L'UFM, on peut vraiment se retrouver à faire des cours de sociabilisation en s'envoyant une balle à 8h du matin, etc. Enfin, c'est juste horrible parce que c'est un métier de terrain, de toute façon, et c'est pas sur un terrain de baballe, entre guillemets, que ça se joue. Alors, il y a une autre description, c'est la page 177, que j'ai trouvée terrifiante et qui m'a rappelé, moi aussi, le temps lointain où j'étais au lycée. Il s'agit de ce lycée Aubervilliers, c'est ça, le lycée Henri Vallon, où il y a un module théâtre. Alors, racontez-nous ce module théâtre, parce que quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Non, mais le module théâtre, c'est un module qui était complètement inadapté dans un lycée où il se passe beaucoup de drames et où on leur fait faire un peu le sauvage, etc. Enfin, on leur met des masques blancs, on leur dit voilà, c'est un masque vénitien, alors qu'ils sont la plupart blacks et ça les intéresse absolument pas. Et le prof est très content à chaque fois et il se pose pas de questions. Et ça m'a complètement choqué, ce côté inadapté du prof content de leur faire du théâtre alors qu'ils comprennent rien à ce qu'ils font et qu'ils n'ont aucun intérêt à ce type de théâtre-là. Vous rendez-vous compte qu'à la lecture de ce livre, on va se poser des questions quand même sur les professeurs et surtout sur nos enfants, parce qu'on va se demander mais comment peut-on confier nos enfants à ces instituts ? C'est une vraie question, d'autant que je parle d'instituts qui n'avaient pas une vocation première de professeur, tout du moins parce que c'est une réalité. Avec le chômage, beaucoup de personnes se jettent dans la fonction publique. En France, on parle d'un étudiant sur 2 qui va être fonctionnaire parce qu'il a peur de se retrouver dans cette spirale du chômage à la sortie de ses études. Et c'est un des métiers où il faut le plus avoir de vocation parce qu'il y a... Parce que vraiment, ce qui est très difficile. Et deuxièmement, il y a peu de reconnaissance sociale de ce métier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et ça se combine avec une perte de pouvoir d'achat régulière. Et ce qui fait que c'est un métier où vraiment, 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 il faut aimer. Nous allons revenir d'ici quelques instants sur votre livre, Prof Academy, Iman Bassala. Mais pour l'instant, nous allons nous intéresser au clin d'œil de Culture et Compagnie, le clin d'œil de Culture et Compagnie qui est consacré aujourd'hui à Anthony Kwame Appiah. Anthony Kwame Appiah, critique de l'occidentalo-centrisme, professeur dans diverses prestigieuses universités américaines. C'est en 1992 qu'il publie un essai philosophique, In My Father's House, qui fait grand bruit. Il critique les diverses formes idéologiques liées à la philosophie. En 2004, il publie Thinking It Out, dans lequel il pointe du doigt l'ethnocentrisme de certains systèmes. Culture et Compagnie, avec le livre Prof Academy, le livre d'Iman Bassala, sur lequel nous allons revenir d'ici quelques instants. Mais également avec nous, Samuel Bajoun. Oui. Samuel Bajoun, alors vous vouliez peut-être réagir sur l'univers que nous décrivait Iman Bassala ? Oui, d'abord son histoire, avec tous les problèmes qu'elle a rencontrés. Ça rejoint un peu ce que j'ai essayé d'expliquer en introduction de mon livre, le livre que j'ai écrit avec le gouverneur Sammako, et qui s'intitule « Les non-dits de la décolonisation ». Parce que j'ai rattaché un peu cette période de l'accession des pays africains à l'indépendance en 1958 et les conditions dans lesquelles on avait octroyé ces indépendances, entre guillemets, aux émeutes des banlieues de 2005. J'ai trouvé beaucoup de points communs. C'est-à-dire lesquels ? C'est-à-dire, en 1958, on nous a octroyé l'indépendance dans des conditions assez brutales parce que les pays africains à ce moment-là demandaient l'égalité des droits dans la République française. Ils n'étaient pas préparés à l'indépendance. Et en 2005, ce que beaucoup de gens n'ont pas perçu, à mon sens, c'est que les émeutes des banlieues, en fait, malgré toutes les explications oiseuses ou fumeuses qu'on a pu donner, c'est que pour moi, c'est la quête de l'égalité de ces jeunes, la quête de l'égalité des droits dans la République. On a beau parler de la non-intégration, ils ne s'intègrent pas, et ils sont issus de l'immigration, tout ça, pour moi, c'est des histoires. La vérité, c'est quoi? Parce qu'elle le dit, là. Elle a du mal à trouver du travail. Elle a du mal à être intégrée dans la fonction publique, notamment à l'éducation nationale. C'est tout le problème, c'est tout le drame aujourd'hui de ceux qu'on appelle Français issus de l'immigration, qui est d'ailleurs, à mon terme, un terme malhonnête, parce qu'ils sont nés français, ils sont français comme tous les autres. Je ne sais pas pourquoi on persiste à les considérer comme des Français issus de l'immigration. Mais pour revenir à votre livre, donc les non-dits de la colonisation, allons un peu plus loin. Quels sont ces non-dits qui ne sont pas encore parvenus, que nous ne connaissons pas à propos de la colonisation? Ces non-dits, c'est quoi? Je dis, en 1944, lorsque De Gaulle a fait la conférence de Brazzaville, et De Gaulle a donc promis aux colonies, aux pays africains qui étaient dans sa sphère d'influence, voilà, si vous me soutenez, je vais mettre en place
l'autonomie, un certain nombre d'avantages et tout ça, et vous allez vous sentir vraiment dans la République. Et lorsqu'en 58, autour de 57-58, les pays africains, après avoir aidé la France à se tirer d'affaire, les Africains ont commencé à dire, bon, mais écoutez, maintenant, c'est appliquer un peu le programme de Brazzaville. Nous ne nous sentons pas suffisamment français. Alors, bon, on demande l'égalité des droits. Et à ce moment-là, on a dit, ah, vous demandez l'égalité des droits, ben, mais écoutez, ce serait trop coûteux pour nous de vous l'offrir. Alors, prenez votre indépendance. Or, à ce moment-là, aucun pays n'était réellement préparé à l'indépendance. Donc, on a forcé les gens à partir comme ça à l'indépendance sans être préparés. Il y a des phrases terribles de Gaulle. Par exemple, dire que, bon, si aujourd'hui, j'accorde l'égalité des droits aux Algériens, demain, ils seront 40, aujourd'hui, ils sont 40 députés à l'Assemblée, demain, ils seront 200, 400. Et après, demain, mon pays ne s'appellera plus Colombey, les 2 églises, mais Colombey, les 2 mosquées. Bon, parce qu'on avait peur de l'intégration, etc. Alors, donc, c'est ça un peu ce qu'on a. Il est bon, effectivement, de rappeler ces quelques vérités historiques, de vous participer à la lutte contre l'enfouissement de la mémoire, et lutter contre l'enfouissement de la mémoire, c'est quelque chose de très bien. Je vous remercie. Dans Culture et compagnie, c'est l'heure du coup de cœur avec Samar qui va venir nous rejoindre. Samar fait partie de cette bande de chroniqueuses de jeunes filles charmantes qui chaque fois viennent nous livrer leur coup de cœur. Et aujourd'hui, vous avez craqué pour 2 livres, notamment pour le livre d'un animateur de radio et de télévision qui s'appelle grand journaliste, Marc Menant, avec qui vous avez la chance de travailler. Oui, donc je commence. Mes divines débauches de Marc Menant aux éditions du Rocher. On commence par la couverture déjà avant de s'imprégner du livre. Donc c'est un dessin de Rodin qui nous laisse tout simplement imaginer tout l'érotisme qui nous attend à l'intérieur. Donc mes divines débauches, blasphème diront les censeurs. Comment des débauches peuvent-elles être divine? Eh bien, tout simplement déjà par le style. Marc Menant écrit comme il vit. Il y a tout un vocabulaire luxuriant. On a l'impression que le désir et l'envie s'extirpent des mots. Dès son plus jeune âge, Marc Menant, il s'inscrit dans une exigence. Il refuse donc le gavage à l'insipide. Il refuse les petits plaisirs. À savoir que Marc Menant, donc, c'est un libertin. Et pour lui, il l'avoue. Ah oui, c'est une autobiographie, ce livre. Donc, il en parle. Et justement, c'est un libertin qui aime et qui respecte les femmes. Il place la femme au rang de déesse, et lui, en tant qu'homme, il est là justement pour satisfaire cette femme et aller dans une sarabande d'essence exceptionnelle. Donc voilà, Marc Menant, mon coup de cœur du jour. Le deuxième livre. Deuxième livre, donc il parle d'amour. Là, ça va, pas de libertinage. Donc c'est Louis-Philippe d'Alembert, un auteur haïtien donc qui a beaucoup voyagé, qui a vécu à Milan, à Tunis et même en France. Donc Amour interdit, ou presque. Donc Amour interdit, Amour impossible, pardon. Je suis toujours dans le livre de Marc Menant. Donc Amour impossible peut-être, mais le presque, il est là justement pour laisser le lecteur imaginer tout simplement la fin qu'il veut. Donc tous les personnages, tous les lieux sont imprégnés justement des pays que d'Alembert a visités, et c'est un recueil de petites nouvelles où on retrouve des amours impossibles de race. Donc on le retrouve souvent en France puisqu'il y a un mélange de cultures, mais aussi un amour impossible de religion, des fantasmes, et aussi avec les liens de sang. Donc tout simplement, c'est un livre à croquer, et dans toutes ces petites histoires qu'on rencontre, il y a toujours la même question, la difficulté qu'on a à séduire la personne qui nous plaît, malgré toutes ces différences. Toutes les différences. Et juste en précision, il faut savoir qu'aux États-Unis, le nombre de mariages mixtes est en chute libre. Nous sommes dans une société où on est de plus en plus compartimenté, pour des tas de raisons qu'on définira peut-être dans une autre émission. Merci Samar, prof académie Iman Bassala. Vous n'êtes plus dans l'éducation nationale, dites-moi. Non. Après la sortie de ce livre, je crois que... Valait mieux pas. D'ailleurs, oui, les seules critiques complètement négatives et complètes me viennent de professeurs que je retrouve sur Internet, assez charmantes. Donc, j'ai bien eu raison de partir. Alors, pour connaître un peu le milieu de l'enseignement, parce que j'ai quelques amis qui enseignent, qui sont notamment en école primaire, certains m'ont dit, il y a des vérités dans ce livre, mais on ne peut pas en parler en public. Oui, parce que à cause de ce corporatisme idiot qui fait qu'on appartient à l'État à partir du moment où on met les pieds dans ces choses, et qu'effectivement on ne peut rien dire. Ou alors on s'attire, comme j'ai pu avoir à le vivre, les foudres de l'administration, des collègues, etc. Très bien. Samuel Bajoun, avant de se quitter, je voudrais que vous nous donniez peut-être un dernier non-dit à propos de la décolonisation. Pour nous inciter encore un peu plus à lire votre livre. Les non-dits, bon, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des malentendus qui sont nés évidemment de cette période. Et lorsque les gens sont surpris aujourd'hui de voir que les pays africains, surtout francophones,
sont dans une certaine dérive, c'est qu'ils ne savent pas que en 60, justement, comme on nous a donné l'indépendance dans des conditions assez spéciales, c'est-à-dire on a dit, bon, allez, partez. Et pour compenser cela, on avait dit, bon, on ne vous laissera pas tomber. Et on a créé le ministère de la Coopération, on a créé des structures pour essayer de se racheter. Et ça a amené également des dérives qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on a envoyé des jeunes conseillers d'État aider les chefs d'État africains de l'époque à rédiger leur constitution. Et ces constitutions, évidemment, ont fait la part belle aux chefs d'État, etc. Donc, ces dérives en arrivent à donner, comment dirais-je, des arguments à ceux qui aujourd'hui veulent gommer cette partie de l'histoire, ceux que j'appelle un peu les négationnistes, qui disent pas de repentance, les bienfaits de la colonisation, etc., etc. Parce qu'ils disent aujourd'hui, oui, mais les malheurs de l'Afrique ne sont pas dus seulement à la France. Parce que, vous voyez, c'est un peu ce que font les chefs d'État, c'est pas nous qui sommes responsables des détournements, etc., etc. Donc tout ça est lié. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne le soit pas, en tout cas ça participe au débat. Votre livre s'intitule « Les non-dits de la décolonisation » qui est paru chez l'Officine. L'Officine. C'est une petite maison d'édition à la rue des Petites Écuries. Rue des Petites Écuries, heureusement qu'il y a Internet, et pour trouver votre livre, on peut se connecter sur votre site. Mon site qui est afriquedebout.com. Afriquedebout, tout attaché. Ah, tout ça, ouais, voilà, .com. Et moi, je vous conseille, donc, j'allais dire Star Academy, mais non, que nenni, Prof Academy, vous voyez, hein, quand même, l'acte manqué, Prof Academy. Ça permet aussi de passer à la télé. Voilà, d'Iman Bassala, pour découvrir par l'intérieur le monde de l'éducation nationale, et ceci à travers le portrait de 8 personnes qui se dessinent à faire ce métier, et je vous le conseille parce que c'est un livre juste, c'est un livre précis, c'est presque du reportage, mais vous savez, toujours avec cette petite touche d'humour qui nous permet d'accompagner l'aventure de ces 8 personnages. Iman Bassala, et c'est aux éditions de La Martinière. Je vous remercie à tous les 3 d'ici quelques instants, et tout de suite même, je me retourne vers Ephrem. Ephrem, c'est la partie cinéma, et Ephrem, on compte sur vous pour nous parler de cette belle chose qu'est le cinéma. Merci Silver, donc c'était la littérature avec toi, on se retrouve très prochainement encore avec tes éminents invités. Quant à nous, place au cinéma comme tu l'as dit. Dans le cinéma, on dit en général silence on tourne. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes avec 2 invités, 2 jeunes talents, mais des talents sûrs. Rachid Jaïdani, bonjour. Ça va? Bonjour ma chère Maïmouna. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien? Ouais. Bon, la carrière a commencé pour vous par le mannequinat, vous êtes retrouvé dans le cinéma, comment ça s'est passé? Bah, ça a été un hasard, j'ai fait un casting un jour et puis je trouvais les gens très gentils. Je comprenais pas pourquoi, et puis au fur et à mesure, de fil en aiguille, je me suis aperçue que c'était pour faire mon premier rôle aux côtés de Vincent Lindon, Sandrine Kiberlin, Barbara Schulz, dans L'Irrésolu, et voilà, ça a commencé comme ça, j'ai attrapé le virus. Vous êtes l'illustration parfaite du métissage entre les Antilles et les Africains, parce que votre mère... Et l'Espagne. Et l'Espagne aussi. Et les Juifs, oui, c'est parade. Vous avez tout, d'accord. J'ai tout. Donc en fait... Je suis pas borgne. Alors, vous êtes non seulement martiniquaise, mais aussi sénégalaise. Tout à fait. Comment vous arrivez à vous retrouver dans ces 2 mondes? Bah, il suffit d'être souple et de faire le grand écart au-dessus de l'Atlantique. Voilà, puis j'arrive à m'y retrouver tout simplement parce que les origines sont les mêmes. D'accord. Au départ, l'origine de l'esclave noir, c'est l'Afrique quand même. Il a été arraché à sa terre, il a été obligé de construire une autre identité de créolité, mais ça reste quand même un Africain. Et d'ailleurs, quand moi je vais souvent en Afrique et je vais aussi aux Antilles, j'ai pu y retourner grâce à Tropiques Amers, et je me suis rendu compte qu'il y avait des similitudes assez frappantes, quoi. Donc je me sens pas du tout déraciné d'un côté ou de l'autre. Alors, dans l'une de vos interviews, vous dites à la maison, ne parlez jamais de l'Afrique. Parce que mon grand-père fait partie des gens qui disaient que l'Afrique n'existait pas. Il disait pas ça, mais il disait que rien de bon ne pouvait sortir de cet endroit-là. Est-ce que c'était pas pessimiste un peu? Mais si, mais il faut comprendre que c'était une génération à qui on avait fait rentrer dans la tête à coups de marteau que de toute façon l'avenir était l'Occident et l'Europe, etc., que nous n'avions pas eu d'histoire et que donc c'était inutile d'aller en chercher. Sauf que justement, quand on dit ça à un enfant métis, il passe son temps, il perd du temps à aller chercher ses racines. Exactement. Et moi, je suis allée les chercher et je me suis trouvé une belle histoire. Ça nous amène directement vers Rachid Jaïdani, à qui l'on doit Viscéral, une œuvre qu'il a sortie en 2007, publiée chez Au Seuil, on va dire, publiée au Seuil. On l'avait déjà reçu dans une émission, dans un magazine précédent présenté par Alain Mabankou. Alors dans cette œuvre, vous parlez vraiment de votre vie de quartier, de banlieue aussi. On peut dire... Je raconte des histoires qui sont universelles, qui ne sont pas ma vie, c'est un roman. Alors, vous avez dit, on nous met à l'écart sans violence.
restez dans vos cités et bientôt, il y aura l'UNICEF qui viendra dans les quartiers nous donner du riz et les ONG viendront nous aider à respirer. Mais moi, j'ai décidé de respirer seul. Bien sûr, et aujourd'hui, je pourrais même rajouter que faites attention quand vous êtes dans les cités de ne pas rouler sur des petites mobylettes, quel que soit le centimètre cube. Hein. Ne roulez pas sans casque parce que ça peut tamponner très fort. D'accord. Donc restez prudent. Ça nous ramène un peu à ce côté pessimiste dont on parlait avec Aïssatou